Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle et 4e saison du Legal Club Sandwich. Cette émission, elle s'adresse à tous les membres de la communauté juridique et à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, mais aussi en celle de nos invités, tous évidemment plus exceptionnels les uns que les autres. Cette saison 4, on se retrouve le mardi à 12h pétantes, attention plus jeudi, donc changez bien dans votre agenda, une fois tous les 15 jours et toujours évidemment dans la bonne humeur. Alors, je me présente, je suis Audrey Deléris, manager chez Fed Legal, le cabinet de recrutement et de chasse de tête juridique et fiscale. J'y accompagne les entreprises de l'industrie et des services, de la start-up au groupe du CAC 40 pour le recrutement de directeurs juridiques et fiscaux ainsi que leurs équipes. Et je suis également la cofondatrice du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, créé avec mon acolyte ici présent Pierre Landy. C'est le réseau qui compte près de 400 juristes en start-up et dans la tech. Pour cette saison 4, Pierre et moi, on va animer à tour de rôle l'émission et nous serons à chaque fois accompagnés par notre nouvelle et merveilleuse chroniqueuse, Lyndia Le Sauvage. Alors Pierre et Lyndia, comment ça va déjà ? Ça va très bien, c'est une première, j'ai le trac, mais je suis ravie d'être là et d'être avec vous aujourd'hui, bien sûr. Et on est super content de t'avoir avec nous. Et toi, Pierre ? Écoute, moi, très content de retrouver tout le monde pour cette saison 4 qui va nous amener jusqu'au début juillet. Donc, très, très heureux, le mardi. Donc, voilà, comme un petit vieux, il faut que je change mes habitudes, mais tout va bien. Et puis, voilà, je suis entouré de femmes aujourd'hui. Donc, voilà, je vais essayer d'être à la hauteur. Tu le seras, j'en suis persuadée. Lyndia, est-ce que tu voudrais bien te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, alors moi, donc Lyndia, j'interviens en tant que formatrice et coach sur la communication. J'accompagne les managers, les dirigeants d'entreprise, les avocats, les juristes, bien évidemment, sur leur prise de parole pour trouver avec eux une communication qui leur ressemble. Super. Et alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, Lyndia Le Sauvage était aussi l'invitée de l'épisode numéro 2 en saison 1. Donc, évidemment, courez le voir après l'épisode d'aujourd'hui, pas maintenant, s'il vous plaît. Et vous verrez que c'était déjà très, très bien. C'est pour ça qu'on a proposé à Lyndia de nous rejoindre. Et toi, Pierre, tu peux te présenter ? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai fait toute ma carrière principalement en entreprise, chez Disney, chez Yahoo, chez Ledger, qui est une des 26 licornes françaises. J'ai co-créé l'alliance d'avocats ENCO, qui est composée d'avocats qui se comportent et qui agissent comme des juristes externalisés dans 5 pays, Italie, France, Allemagne, UK et Espagne. Et surtout, depuis quelques années, je suis executive mentor, c'est-à-dire que j'accompagne les directions juridiques, les cabinets d'avocats, les équipes juridiques, les directeurs juridiques à travailler leur savoir-être, leur leadership. Et voilà, et je m'éclate à faire ça. Voilà. Merci Pierre, merci Lyndia. Maintenant, il est temps d'accueillir notre invité pour cet épisode numéro 35, le premier de la saison 4, et donc Merav Grieger, qui est avocate associée au sein du cabinet Bird & Bird. Déjà, Merav, bienvenue. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Je suis flattée d'ouvrir le bal pour cette nouvelle saison. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous et surtout merci d'avoir dit oui quand on t'a proposé de rejoindre l'émission pour ce premier épisode de la saison 4. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Alors, je suis donc Merav Grieger, avocate associée du cabinet international Bird & Bird, spécialisée dans les sujets de l'innovation, du numérique et de la data plus particulièrement. Merci. Alors, la thématique d'aujourd'hui, on est en plein dedans justement, c'est intelligence artificielle et legal tech, la mort des avocats et des juristes, point d'interrogation. Alors, rassure-nous, Merav, est-ce que les avocats et les juristes vont encore avoir du travail dans quelques années ? Alors, bon, c'est pas parce que tu m'as demandé de te rassurer, mais je pense qu'on en aura encore et toujours et beaucoup plus. Alors, c'est à nous aussi, comme dans tous les métiers, on a parlé de disruption, c'est à nous aussi de se réinventer et à chaque fois de réajuster nos approches, nos pratiques, de la même façon qu'on consomme plus comme avant.
que ce soit dans le secteur du retail, que ce soit, voilà, on voit des petits sandwichs autour de nous. On a tous cédé à la livraison à domicile de nombreux restaurants. Donc, si un secteur aussi humain que la restauration a su s'adapter, nous aussi, les avocats, on doit s'adapter à cette nouvelle façon de consommer du conseil juridique, qu'il soit du droit de la famille, du droit immobilier, du droit des nouvelles technologies, du droit pénal. On doit savoir s'adapter aux évolutions de notre société. Alors, c'est vrai en parlant d'évolution, c'est vrai que c'est un métier qui a été plutôt, entre guillemets, épargné. La musique, le cinéma, ils sont passés avant. Mais alors maintenant, il y a vraiment un mouvement des legal tech qu'on voit apparaître dans tous les domaines. Enfin, les legal tech, pour les auditeurs, c'est des choses comme Doctrine, comme Predictis, qui permet de trouver des arrêts, des sites de management de contrats, de l'intelligence artificielle. Tout ça, est-ce que c'est pas finalement une concurrence pour les avocats ou même pour les juristes? On ne se dit pas un jour, je m'abonne à une legal tech et c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai deux réflexions qui me viennent à l'esprit quand j'entends ta question. La première, c'est que ce n'est pas si nouveau comme inquiétude et comme question. Alors, elle est désormais clairement d'actualité, mais je me souviens d'un débat à la Chambre du commerce où une personne assez charismatique s'était exprimée pour annoncer aussi la mort des avocats de manière assez violente, mais ça avait le mérite d'être suffisamment provocateur pour nous amener à réfléchir. Et j'étais déjà pas d'accord avec lui, même si je l'avais trouvé très charmant dans son côté bougon. Ce n'était pas toi, Pierre, mais ça aurait pu. Non, mais dans un côté moins solaire. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus sombre et dark, mais ça faisait son effet, c'était assez chouette. Et ça m'avait amené à réfléchir en me disant waouh, est-ce que c'est pas effectivement ce qui va nous arriver? Et aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Il a été le premier à s'en inquiéter à juste titre, et on n'est toujours pas mort, dead. C'est horrible d'utiliser ce mot-là, mais et la deuxième réflexion, quand je t'ai entendu, j'ai pensé aussi à une autre profession libérale qui est celle des médecins. Et nous-mêmes, alors maintenant je me mets côté patient, côté client, quand on a un petit bobo, on joue les médecins et on va sur Internet et on est super content parce qu'on a plus d'informations en termes de transparence, mais est-ce qu'on est en mesure de faire un diagnostic? Est-ce qu'on est en mesure? C'est des métiers, je pense, aussi bien médecin qu'avocat, où on doit avoir une vision transverse, ou si on fait 5, 7 années, 11 années d'études, c'est pas pour rien. Et là encore, ce qui signifie pas que tous les avocats vont être en mesure d'échapper à une mort incertaine qui se profile. Ceux qui ne se mettront pas dans un conseil matriciel transverse qui permettrait d'apporter une véritable valeur ajoutée, effectivement, on les perdra en chemin. Mais c'est comme les médecins. Si c'est pour nous dire ce qu'il y a sur Internet, on n'a plus besoin d'eux. Or, ce n'est pas ce qu'ils font. Et les avocats non plus. Ce que tu nous dis, Merab, c'est qu'en fait, certes, ça existe, mais ça ne vous a pas du tout piqué du travail ou du boulot. Alors, je ne dirais pas du tout. Je pense qu'il y a une partie, c'est comme dans tous les secteurs d'activité là, qui ont été disruptés, comme on dit. Il y a, mais même la banque, le secteur bancaire, ceux qui n'ont pas pris le virage de la banque en ligne, ils ont connu une baisse d'activité. Moi, je me souviens quand j'ai démarré, je fais un peu de storytelling. Quand j'ai démarré, donc moi j'ai démarré il y a 18 ans dans ce domaine, c'était un hasard que de me retrouver dans les technologies. J'étais pas geek du tout, c'était pas mon sujet de prédilection. En revanche, j'étais très dans le domaine artistique, audiovisuel, propriété intellectuelle, etc. Et puis droit à l'information. Et le hasard a fait que je me suis retrouvée en charge du sujet de la protection des données personnelles il y a 18 ans. Alors, j'ai dit OK. Alors, c'était avec Christiane Ferrachul qui, entre-temps, était devenue bâtonnier du barreau de Paris et ensuite présidente du CNBF. Et elle a cru en ce sujet et elle m'a dit « Faites ce que vous voulez. Si vous voulez monter une équipe, si vous voulez, vous avez bien appréhendé le sujet, allez-y. » Et c'était vraiment au tout début.
Et on m'a dit, au sein de l'équipe, hein, ça peut créer certaines inimitiés. Une personne m'a dit, pardon, tu vas échouer, c'est pas du tout un sujet porteur et tu n'auras jamais de boulot là-dedans. Voilà, on fait un bond en avant. Aujourd'hui, on voit que la protection des données personnelles, c'est un sujet sociétal où tout le monde est finalement expert parce que même les consommateurs, même les citoyens sont devenus experts du sujet, ce qui nous amène à nous d'être encore plus experts. Et puis, à un moment donné, on est tous à un même niveau. Nos clients sont aussi experts que nous. Et là encore, on se doit d'apporter autre chose. Souvent, on me dit, je ne veux pas que vous me récitiez ce fameux RGPD, donc le texte de loi, parce que on le connaît par cœur. Donc, qu'est-ce que je peux apporter à mon client, à la personne qui me consulte? Eh bien, une approche plus matricielle, celle que peut-être il n'a pas parce que je ne suis pas monoclient, parce que j'ai aussi une connaissance de l'autorité de régulation, de son environnement, de ses enjeux, de ses préoccupations, parce que je vais le mêler à une approche opinion publique, comment ceci va être perçu, parce que là encore, je pense que l'India, qui est assez au fait de ces sujets-là, et en tout cas plus que moi, c'est important quand on communique, mais même quand on prend une décision, quand on arbitre sur des sujets juridiques, de sonder si c'est le bon timing. On peut avoir raison d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. La justice peut aussi nous donner raison, donc on peut avoir raison judiciairement. Mais si on n'a pas utilisé cet instrument juridique, légal, judiciaire dans le bon timing, au regard des enjeux de la société, de l'opinion publique et du positionnement de l'autorité de régulation, eh bien, on se foire et on se rate et on va droit dans le mur. Et c'est nous-mêmes qui suscitons notre propre mort. Donc, l'ennemi, ce n'est pas l'évolution de la société, ce n'est pas les technologies, c'est nous-mêmes si on n'est pas en mesure de s'adapter et de se réinventer. Et quel plaisir, c'est hyper stimulant. On est dans des métiers intellectuels, c'est extrêmement stimulant de devoir se réinventer tous les jours. J'étais trop longue. Mais Rav, une petite question pour toi. Tu parles beaucoup de l'approche matricielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, ça va sûrement t'intéresser, l'India, effectivement, cette approche-là, parce que c'est un peu dans la poursuite de la façon dont j'ai conclu la précédente question. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, depuis un moment déjà, délivrer un conseil juridique, une recommandation, sans prendre en compte un certain nombre d'éléments qui ne sont pas juridiques. Nous, quand on est avocat, on nous présente une problématique, on nous présente des intérêts à protéger. Si le droit est l'un des leviers, l'un des instruments, et on ne doit pas se contenter d'avoir le prisme juridico-légal et donc très technique, juridique, pour conseiller à notre client d'agir en justice, par exemple, ou pas. Il faut prendre en compte un certain nombre d'autres éléments qui ne sont pas forcément juridiques, mais qui vont venir nourrir notre conseil juridique. Et donc, je parlais d'opinion publique, mais il y a aussi les questions de climat sociaux en interne dans les grandes entreprises. Certaines décisions, quand bien même elles seraient légitimes, fondées, légales, licites, si ça ne passe pas au regard de la culture d'entreprise, on risque de faire un bad buzz en interne et peut-être de créer d'autres problèmes qu'on n'avait pas forcément en tête. Voir comment on peut faire bouger les lignes, parce que là encore, l'avocat qui va dire non, on ne peut pas, effectivement, les textes l'en empêchent, mais rien ne nous empêche de faire évoluer les textes. Notamment quand on est dans un domaine qui est celui de la conformité. Quand on touche à la conformité, c'est un domaine où il y a beaucoup de droits souples. Et donc, ce qui dit droit souple, à nous de faire bouger les lignes et parfois d'agir en dehors de celles-ci si c'est justifié, si on sent qu'on peut avancer et évoluer. Merci, Merav. C'est amusant ce que tu dis, Merav. Je suis totalement d'accord avec toi parce que je travaillais avec un mentee. Si je suis le mentor, ceux avec qui je travaille sont des mentees récemment sur une problématique
où clairement, d'un point de vue strictement juridique, comme tu le disais, on avait parfaitement raison sur ce qu'il fallait faire et sur la situation en question. Mais ce qui était très intéressant, c'est que, en fait, j'ai dit à la personne que j'accompagne, oui, tu as raison juridiquement, mais en fait, ta problématique, elle n'est absolument pas juridique. Ta problématique, c'est une problématique de com. Et en fait, si ça sort, ton problème n'est pas un problème juridique. Tu as beau avoir raison, il faut vraiment là, immédiatement que ton conseil soit, il faut qu'on prenne une agence en corporate communication pour nous aider à gérer le scandale potentiel qui va sortir de cette histoire. Parce que si juridiquement tu as raison, on pourrait faire X, Y, Z, machin, etc. Ça tient parfaitement la route, mais en fait, ton réel problème, il n'est pas là. Il n'est pas sur la problématique juridique. Ton problème, il est en corporate communication. Et donc, du coup, c'était complètement prendre un prisme différent et pour le juridique de dire, finalement, mon avis importe peu parce que le vrai souci, c'est un souci d'image, de branding, de comment la société va ressortir de tout ça. Et c'est effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, avec cette approche matricielle dont tu parles. On sert un intérêt. Et cet intérêt, ce n'est pas parce qu'on est avocat que la réponse est nécessairement judiciaire et que ce sera celle adaptée. En revanche, là où je ne te rejoins pas, Pierre, c'est que c'est rarement peu juridique et que là encore, les agences de com, pour les avoir vues fonctionner, qui sont brillantes, elles ne peuvent pas faire l'économie du conseil juridique. Alors, il faut peut-être trouver l'avocat 4.0 ou 5.0 ou l'avocat matriciel, mais faire l'économie du conseil juridique à ce moment-là, c'est un gros risque en communication. Et là aussi, on les a vus se rater bon nombre. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que partir sur la solution juridique n'était pas la meilleure stratégie pour l'entreprise. Il valait mieux considérer le risque corporate communication qui était un plus gros risque d'image plus que le risque juridique où finalement c'était évident, on savait ce qu'il fallait faire, mais ce n'était pas là qui était le problème. Le problème, tout est une question d'évaluation du risque. Voilà, et exactement. Quand nous, on fait de l'évaluation du risque, quand on nous demande de dire, faites-nous part de votre analyse de risque face à tel sujet, on va regarder, par exemple, si vous agissez de telle façon, le risque, c'est telle amende, telle sanction administrative, tel dommage et intérêt qui pourrait vous être demandé. Mais là encore, il y a le risque. Et nos clients nous ont amenés à fonctionner comme ça. C'est eux qui nous ont appris, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'EFD. On nous apprend le droit. Et c'est bien nos clients, donc les juristes en interne qui maîtrisent le côté opérationnel, qui nous ont amenés vers cette approche. C'est le risque opérationnel, c'est le risque business, c'est le risque pérennité de l'activité. Et tout ceci est le risque réputationnel. Exactement le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure quand je disais c'est le risque réputationnel. J'avais là sur le bout de la langue. Bon, continuons. En une brique, je te le fais, pour les amateurs de pyramide. Et donc, Merav, là, tu as un petit peu répondu à la question que je vais te poser, mais tu as parlé d'adaptabilité du juriste et de l'avocat, notamment face à ces nouveaux outils. Tu as parlé évidemment de la gestion du risque qui est très importante et de dévoiler ça aux clients. Toi, comment est-ce que tu t'es adapté face à ces nouveaux outils? Est-ce que ton rôle en tant qu'avocate, est-ce que tu penses qu'il a changé et comment? Oui, alors c'est là où j'ai l'impression d'être une vieille avocate, mais on va l'assumer. Ou est-ce qu'il a changé? Alors d'abord, on a chacun un ADN. C'est ça qui est chouette avec les avocats. C'est que vous vous adressez à une machine, vous n'avez qu'une machine et c'est mise à jour et tout le monde a la même machine et la même mise à jour. Quand on s'adresse à un avocat, on est en face d'un ADN qui, de toute façon, aura une alchimie différente selon le client. Alors qu'avec une machine, vous n'avez pas ce rapport chimique qui peut se passer et qui va faire qu'à un moment donné, on va créer la solution qui n'existe pas. Et quand on aura créé cette solution-là, peut-être qu'on pourra alimenter la machine pour qu'elle-même soit en mesure d'apporter ce type de solution. Alors, la pratique, elle a évolué, mais on garde, chaque avocat, notre approche et notre ADN, et c'est ce que viennent chercher nos clients. Quand ils s'adressent à tel avocat, c'est parce que c'est lui, c'est son expertise, son approche. Et plus que jamais, par exemple, toi, Pierre, qui a été en entreprise, tu sais avec qui ça prend. Donc, on parle de Legal Sandwich Club, on va parler de mayonnaise. La mayonnaise, c'est toujours la même recette. Et pourtant, le goût peut changer parce que parfois, elle prend et parfois, elle ne prend pas. Et c'est ça aussi l'avocat et son client.
Parfois, ça prend, parfois, ça ne prend pas. Donc, cet ADN va faire que il y a une dominante qui ne change pas, qui reste la même. En revanche, effectivement, on ne donne plus les conseils de la même façon. Parfois, les clients savent très bien, ils viennent nous voir et ils ont déjà la réponse. C'est comme vous, quand vous allez voir un médecin et que vous dites, bon, bah, j'ai une rhinopharyngite. Alors d'abord, il rigole. Moi, perso, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Je lui dis, bon, non, là, je pense que j'ai vraiment une angine blanche. Donc, il rigole. Il me dit, oui, tu es devenu docteur à présent. Puis après, il fait, bon, c'est une angine blanche. J'ai envie de lui dire, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Bah, nous, nos clients, c'est un peu ça. Ils sont eux aussi experts, tout autant et parfois plus. Donc là où on a eu à évoluer, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus que ce qu'ils savent déjà. Un, confirmer, parce qu'ils ont souvent besoin d'une confirmation. Deux, eh bien, l'avis externe est souvent celui qui va engager sa responsabilité professionnelle. C'est pas facile la vie en entreprise. C'est souvent House of Cards pour avoir suivi un certain nombre de sociétés, et notamment celle du CAC 40, ce qui n'est pas du tout inintéressant, mais ce qui nous amène, nous, à être aussi dans un aspect politique. Comment, en disant le droit, parce que notre client, par exemple, s'il est le compliance officer, s'il est le directeur juridique, s'il n'est pas entendu en interne, et son rôle, c'est d'alerter sur les risques, eh bien, comment on va pouvoir impacter davantage sur cette prise de conscience sur le risque pour que ce risque devienne une priorité au niveau du board et qu'il soit géré. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas monoclient. C'est quand même l'avantage. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les responsables juridiques et les juristes et j'apprends beaucoup à leur côté. Et donc, quand je livre une recommandation, je dis toujours c'est un projet. Parce qu'ils vont me l'alimenter, ils vont me challenger et j'accepte. Et c'est ça, de la même façon que j'accepte que mes collaborateurs et mes stagiaires me challengent et m'amènent à finaliser cette version-là qui est la version N-1. Donc, j'admets que le juriste va venir m'aider et apporter la dernière couche, le dernier vernis à mon conseil juridique que je vais intégrer pour lui livrer la version finale. En revanche, ce qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas, son client, c'est sa boîte. Donc, il est monoclient, alors que moi, je ne suis pas monoclient. Donc, je peux lui offrir un benchmark. Cette approche, sans violer le secret, bien entendu, mais je peux lui dire comment ça se passe dans son secteur. Je peux lui dire comment ça se passe dans d'autres entreprises qui ne sont pas du même secteur, mais comment elles abordent ces sujets-là. Parce qu'il y a le droit et la façon de l'appliquer. Parce qu'il y a toujours aussi une prise de risque. Et la question, c'est où on met le curseur. Et souvent, mes clients, alors dans les technologies, dans tout ce qui est digital numérique, c'est souvent le cas. Alors nous, il n'y a pas de problème. On vient vous voir, on veut être conforme. Mais on ne veut pas être le premier de la classe. Si c'est pour que nos concurrents ne soient pas aussi conformes que nous et qu'ils aient une avance en termes de compétitivité, nous, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, ce que je comprends, parce qu'il y a d'autres intérêts en parallèle. Les autres préoccupations, c'est que c'est une boîte qui doit tenir la route parce qu'aussi, il y a des employés derrière. Il faut assurer leur métier, leur travail. Donc, voilà comment on essaie d'apporter un peu plus. Alors justement, Merav, qu'est-ce que ça change, à ton avis, pour les nouvelles générations d'avocats? Alors, je dirais que les nouvelles générations d'avocats ont un train d'avance par rapport à nous. Je ne suis pas dinosaure, mais bon, quand même. Parce que dès le départ, c'est déjà moi, je les vois parce que j'enseigne à l'Université de droit Paris 2, Panthéon-Assas, et j'ai plaisir à le faire. C'est ce qu'on appelle, donc j'interviens aussi à Sciences Po, et je suis professeur affilié Sciences Po, et donc je suis face à des professeurs encore plus sachants que moi-même, chacun dans son domaine, mais j'apprends beaucoup à leur côté. Et l'un d'eux, un jour, a dit il y a la perte de temps utile. Et donc, pour moi, enseigner, c'est un plaisir, mais c'est aussi beaucoup de temps perdu, mais ce n'est pas péjoratif. Déjà, rien que le trajet, c'est beaucoup de temps
perdu. Et puis les mémoires, et puis répondre, être présent, etc. Mais ce temps qui se perd, c'est un temps extrêmement utile parce que je les vois évoluer. Je les vois évoluer dans ma pratique, j'arrive à sonder énormément de choses. Et quand je les regarde et quand je les écoute, là aussi, je prends une leçon. Et c'est waouh, ils ont intégré tel élément. Ils constituent le baromètre de l'évolution de l'interprétation du droit. Comment ils envisagent. C'est eux qui, au quotidien, vont représenter la façon dont le consommateur, le citoyen attend que ce droit-là soit appliqué. Et pour nous, c'est un élément crucial. Je ne me fais pas du tout de soucis pour eux, davantage pour ceux qui ont, on va dire, entre 35 et 60 ans, parce qu'il y avait un vrai virage à prendre. Et je crois que tout le monde l'a pris de manière assez progressive. J'ai pas mal de confrères plus seniors que moi qui l'ont pas pris tout de suite et qui, à un moment donné, se sont dit, en fait, c'est pas possible. Il faut que je le prenne, ce virage. Et ils l'ont pris, et en plus, ils l'ont pris parfaitement. Donc moi, j'avais eu un petit train d'avance à une période. Je l'ai perdu parce que les nouveaux avocats, ils étaient déjà dans la locomotive, et les anciens l'ont rattrapé. Donc on est tous à même niveau, et on s'adapte, et on doit toujours apporter plus et différemment que la machine. Merci. Et peut-être une dernière question, Merab, avant qu'on passe aux chroniques. Il y a eu pas mal dans la presse des échos que certaines de ces legal tech n'ont pas toujours, semble-t-il, agi avec toute l'éthique qu'on aurait aimé y voir. Je crois qu'il y a des affaires en cours, etc. On ne citera personne, mais voilà. Et je sais que beaucoup se sont prononcés pour une déontologie des legal tech pour, je sais pas, trouver des idées, des solutions pour un petit peu organiser tout ça. Est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Voilà. Très, très bonne question. Tu as dit le mot-clé, c'est l'éthique. Quand Lyndia me demande qu'est-ce qu'un avocat matriciel, l'éthique, c'est l'un des éléments que l'on doit intégrer. D'abord, à titre liminaire, je préciserai que les premiers clients des legal tech, c'est les avocats. J'ai envie de dire que toute la partie pénible, ils s'en sont occupés. Donc ça, c'est une véritable facilité. Il nous reste à fournir la valeur ajoutée et l'humain, qui est essentiel. Alors, l'éthique, c'est le point crucial quand on délivre aujourd'hui un conseil, notamment dans mon domaine d'activité. C'est l'éthique aussi bien en interne, vis-à-vis de ses employés, qu'en externe, vis-à-vis de ses clients, et plus encore, vous avez vu maintenant, vis-à-vis des partenaires, qui demandent aux entreprises partenaires d'être éthiques, d'avoir une politique RSE. Sinon, on ne fait pas du business ensemble. Donc, l'éthique est l'élément qui va réguler toutes les activités et toutes les évolutions technologiques. Et c'est peut-être la meilleure arme au sens de contre-pouvoir et de pouvoir tout court du citoyen. Et je pense que c'est ce qui va effectivement être nécessairement intégré dans toutes les technologies qui doivent évoluer. Il y a eu une précipitation au démarrage, il y a eu des beaux loupés, parce que oui, quand on se lance dans les legal tech, il ne faut pas oublier le côté légal. D'abord, il n'y a pas que le tech, et y ajouter l'éthique. Donc, certains se sont précipités dans ce legal tech en mettant en place des technologies de manière parfaitement illégale. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est le serpent qui se mord la queue. Et eux aussi ont appris, mais pour ensuite les rendre légales et licites. Donc une fois qu'elles sont légales et licites, que tout est faire, la question de l'éthique prend toute sa dimension et ils doivent se poser ces questions-là, tout comme les autres intelligences artificielles dans d'autres domaines que ceux des legal tech, dans le domaine de la santé, mais dans le domaine du gaming, dans tous les domaines. Merci Merab. Est-ce que tu as un dernier mot avant de passer aux chroniques justement sur ce positionnement de l'avocat et du juriste face à l'intelligence artificielle et au legal tech? Tu nous as parlé d'humain, d'éthique. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là que tu voudrais nous dire avant de passer aux chroniques? Alors moi, je peux peut-être conclure parce qu'on nous parle toujours d'intelligence artificielle et moi, je suis pro à l'intelligence artificielle, mais je crois encore plus à l'intelligence humaine
qui va toujours pouvoir surprendre, qui aura une adaptabilité, je pense, beaucoup plus forte et qui est bien plus sophistiquée que la machine. Merci Merab, nous sommes donc rassurés. Maintenant, il est temps de passer aux chroniques. Et pour ceux qui ne les connaissent pas encore, au jingle et en plus en exclusivité mondiale, le nouveau jingle du coup de Lindia, Le Sauvage. Absolument, c'est parti. Je l'adore, je suis très fier de l'avoir trouvé celui-là. Lindia, c'est à toi. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Merab, sur voilà, l'intelligence humaine, l'intelligence émotionnelle aussi. Et c'est de ça, du coup, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de quelle est votre identité de communicant, votre empreinte, votre signature, si je puis dire. Lorsque l'on parle de communication, on parle aussi d'art oratoire. L'art oratoire, on n'est pas tous égaux. On a plus ou moins de facilité. On a plus ou moins d'appétence aussi pour cet exercice difficile. On a plus ou moins d'envie. Mais à la différence d'autres disciplines comme la danse, comme le chant, comme la peinture, comme la cuisine, qui est un art aussi, on en a tous besoin. On peut se passer d'être un bon danseur quand on est mentor, Pierre. On peut se passer d'être un bon peintre quand on est d'avocate, Merab, ça c'est pour toi. On peut se passer d'être un bon orateur, d'être un bon chanteur, pardon, quand on est juriste. Audrey, tu en conviendras. Mais on ne peut pas se passer d'être un bon orateur. Et c'est bien ce qui fera la différence au-delà de vos compétences techniques, de vos compétences juridiques, dans votre plan de carrière, dans votre choix de carrière, donc dans votre réussite. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Si c'est un art, alors il se doit d'être singulier, n'appartenir qu'à vous. Si je mets en exergue en fait différentes formes d'art, écoutez bien ce qui va se passer. J'ai demandé à notre magnifique invité et à ma Dream Team de me citer un peintre ou un sculpteur et un chanteur qu'ils apprécient particulièrement. On a toujours une signature. Je te vois sourire, Merab. Merab, tu as cité Matisse, tu as cité Aretha Franklin, une belle pointe d'audace, du dynamisme. Moi, j'avais cité Chagall, mais j'ai rien contre Matisse, j'aime beaucoup. Pardon, alors Chagall, on peut dire aussi Chagall, Aretha Franklin, qui pour moi représente aussi une belle pointe d'audace et de dynamisme et que tu viens de nous confirmer à nouveau dans ta prise de parole, Merab. Audrey, si je ne me trompe pas, dans ma chronique, tu nous as cité Degas, oui. La Grâce de Degas. Tu nous as cité les ballades de Mathieu Chédid qui n'appartiennent qu'à elle. Et ça en dit beaucoup, beaucoup de toi. Et évidemment, je vais vous laisser deviner qui m'a cité les tableaux de Roy Lichtenstein. Je te remercie, Pierre. Alors, on est dans le pop art, on est dans la couleur, on est dans la bande dessinée. Mickey n'est jamais très loin. Et puis Madonna avec son excentricité assumée et inégalable. Je pense que ça parle un petit peu de toi, Pierre. Donc, vous voyez bien que l'art oratoire, c'est votre empreinte, votre signature. Et c'est la trace que vous devez laisser quand vous prenez la parole. Ne soyez pas conforme, ne soyez pas banal, surtout pas scolaire. Soyez vous-même et bien évidemment, ça se travaille. Et un dernier conseil, surtout, n'attendez pas, surtout pas, le premier meeting d'une présidentielle ou tout autre poste suprême pour trouver votre signature.
C'est vrai qu'il y en a qui auraient pu faire un petit cours avec toi pendant cette présidentielle en prise de parole en public, c'est certain. Nous ne citerons personne, mais effectivement, voilà, je suis totalement d'accord, il faut être en adéquation avec ton image. Et pour ceux qui me connaissent, je reconnais certains qui me connaissent très bien, qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement. Quand tu m'as les choses qui sont sorties, ça me correspond assez. Bon, eh ben, on enchaîne. Alors, je m'envoie mon propre JL. Oui, je suis l'ingénieur du son aussi. Hein. J'anime le chat, je suis l'ingénieur du son. Enfin, des multitâches. Hein. Legal Club Sandwich, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler pépettes, argent, flouze, les thunes, comment négocier votre salaire. Alors j'ai deux cas de figure dont je vais vous parler avant d'avoir le job et puis une fois que vous êtes dans le job. Donc, ça y est, vous allez avoir le job, on va vous l'offrir et c'est là qu'il ne faut pas se manquer. Alors, déjà, avant d'entamer une négociation de salaire, vous avez déjà la première chose à faire, pensez aux choses autres que le salaire dans votre négociation. Et ça, trop souvent, on se focus sur l'argent et c'est une grosse erreur. Donc, est-ce qu'il est important pour vous de work from home, le télétravail? Est-ce qu'il va falloir déménager? Est-ce qu'il va peut-être falloir aller à Londres ou à Milan ou Barcelone, je ne sais où? Alors du coup, quel va être ce qu'on appelle le cost of living si vous déménagez? Quelles sont les taxes où vous allez aller? Alors là, dans ce cas-là, si une société ou un cabinet d'avocats vous offre un job à l'étranger, demandez impérativement qu'on vous fasse ce qu'on appelle un exercice d'equalization. Il y a des sociétés qui font ça très bien, et c'est-à-dire apple to apple, hein, pomme à pomme, combien est-ce qu'au final vous allez avoir quand on prend en compte toutes les choses, le coût de vivre à Londres, le coût de l'appartement, les enfants à l'école, les taxes, les impôts, l'imposition des stock options ou des BSPCE, etc., etc., etc. Pensez aux fringues. Soudainement, vous avez travaillé en start-up toute votre vie et boum, vous allez au siège de la BNP. Va peut-être falloir investir dans quelques costumes. Les temps de trajet, combien de temps vous allez mettre pour aller travailler? Est-ce que vous devez abandonner un bonus en prenant ce job? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre 2-3 mois avant de le prendre ou négocier pour pouvoir prendre le bonus où vous étiez? Ou au contraire, obtenir en échange un sign-in bonus? Toutes ces techniques que quelqu'un comme Audrey, qui est recruteuse, vous aidera dans votre négociation si c'est elle qui vous place. Mais en tout cas, voilà, pensez à ça. Vous perdez des stock options d'un côté, des BSPCE. Comment est-ce que vous pouvez négocier? Eh bien, d'en avoir un plus gros lot à l'arrivée pour ne pas trop perdre le job que vous partez. Est-ce que vous devez abandonner une augmentation qui allait arriver, une promotion, un nouveau rôle qui allait se produire? Bref, posez-vous plein de questions avant de vous poser la question du salaire. Bon, une fois que ça c'est fait, que vous avez un petit peu ce qui est important pour vous, commençons par la partie financière. Il va bien falloir penser à négocier tous les aspects et bien poser toutes les questions de clarification nécessaires. Bon, donc on a le salaire, on parle bien de brut, ça vaut toujours bien de le repréciser. Hein, est-ce qu'on parle en brut, est-ce qu'on parle en net? Et puis le bonus, quelles sont les conditions d'obtention du bonus? Est-ce qu'il est garanti? Est-ce qu'il n'est pas garanti? Pendant combien de temps? Est-ce qu'il est individuel? Est-ce qu'il est collectif? Est-ce qu'il est collectif et individuel? Quelles sont les façons avec lesquelles il fonctionne? Est-ce qu'il est bien écrit dans votre contrat de travail? Comment est-ce que les augmentations de salaire fonctionnent dans l'entreprise? Est-ce que c'est annuel ou est-ce qu'on n'est plus jamais augmenté? C'est juste le coût de la vie? Comment ça se passe? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'on a une promotion? Est-ce qu'il y a des possibilités de progresser? Quels sont le nombre de niveaux hiérarchiques qu'il y a au-dessus de vous lorsque vous allez prendre ce poste? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous donne un super poste de responsable juridique, mais en fait, il y a 18 levels au-dessus de vous pour atteindre, et en fait, vous êtes tout au bas de l'échelle. Donc, sachez où vous vous positionnez dans la grille. Est-ce qu'il y a de l'actionnariat salarié, des BSPCE, des stock options, des restricted stock units, des actions gratuites? J'ai un côté très Jean-Claude Van Damme, hein, pour ceux qui nous rejoignent. J'ai beaucoup de termes qui me viennent en anglais avant le français, vous m'excuserez. Quelle est la période de vesting? Combien de temps il vous faut pour obtenir ces fameuses actions? Quand est-ce que vous pouvez les revendre? Comment vous pouvez les revendre? Est-ce qu'il y a de l'intéressement? Est-ce qu'il y a un compte épargne-temps? Est-ce que c'est les 35 heures? Est-ce qu'on peut mettre les heures de côté? Est-ce que vous êtes obligé de les prendre? Tout ça, eh bien, ce sont des questions aussi auxquelles il faut savoir répondre. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, identifiez les éléments qui sont
non négociables pour vous. Vous devez être capable de focuser vos négociations et identifier pour vous ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et de manière générale, moi, c'est la base, faites une contre-offre. Quelle que soit l'offre qui vient, vous faites une contre-offre parce que j'ai fait suffisamment de deals d'exec ou de juristes pour savoir que la première offre n'est jamais l'offre finale. Audrey ne sera peut-être pas d'accord, mais en tout cas, moi, du point de vue entreprise, c'est rarement l'offre finale. Hein? Je ne le prononce pas. Je le prononce pas. Moi, je pense que ce n'est jamais l'offre finale. Donc, prenez toujours du temps pour réfléchir. Et puis, au niveau salaire, encore une fois, ce n'est pas la seule chose qui importe. Préparez-vous à ces négociations. N'oubliez jamais vos éléments non négociables. Connaissez le marché, ne demandez pas ou essayez d'obtenir des choses qui ne sont pas en accord avec le marché. Ou alors, prenez une approche différente. Demandez moins de salaire, mais plus de BSPCE, par exemple. Essayez de connaître les éléments de la grille de salaire de l'entreprise que vous rejoignez. Où est-ce que vous vous situez? Il y a des entreprises qui sont extrêmement claires là-dessus. Alan en est une, par exemple. C'est une des licornes qui publie très ouvertement sa grille de salaire. Si vous allez dans la tech, eh bien, téléchargez la fabuleuse étude des juristes de la tech que nous avons fait avec Audrey. Je vous mettrai le lien dans un instant parce que vous pourrez la télécharger. Ou encore, aller sur le site de FedLegal. Ils ont fait une super étude récemment sur les études de rémunération des juristes. Allez la télécharger. Peut-être que tu peux mettre le lien, Audrey, aussi dans le chat. Donc voilà, sachez quand vous allez dire non, c'est-à-dire vos éléments non négociables. Et puis voilà, vous devez être capable de dire au General Counsel qui va vous engager ou au CEO qui va vous engager que ça, c'est un deal breaker pour vous. Voilà, ça c'est tous mes conseils pour un job avant de rejoindre une entreprise. Alors maintenant, la deuxième partie de ma chronique, c'est vous êtes en entreprise, par exemple, vous êtes promu et comment tenter de négocier votre salaire ou le revoir. Eh bien, là aussi, pour négocier votre augmentation, eh bien, ça se prépare. Déjà, connaître l'impact qu'on a fait, c'est-à-dire connaître les réussites, ce que vous apportez à l'entreprise ou au cabinet d'avocats et les avoir bien en tête. Ne pas hésiter à mentionner le nombre de tâches que vous faites, jamais sans faire de menaces. Ça, c'est très important. Il faut être difficile à remplacer, mais ne pas se croire irremplaçable. Il y a une nuance, parce que le premier qui vient me voir, qui me dit « je veux 20% ou je m'en vais », je réponds systématiquement « la porte est just here ». Voilà, donc il faut être dur à remplacer, c'est une nuance. Donc pas de menace, mais que feriez-vous si je ne faisais pas le job que je fais? Qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà, ne pas hésiter à avoir ce genre de conversation. Comment vous procéderiez au remplacement? Qui a mon expérience? Qui a ma connaissance? Combien de temps il va falloir pour me remplacer? Les coûts d'un recruteur, qui sont évidemment des coûts tout à fait acceptables, Audrey, bien sûr, mais enfin bon, voilà, connaître, voilà, et je vous rappelle que je couvre 2 régions, voilà. Donc ça, il ne faut pas être agressif. Il ne faut surtout pas être agressif dans une négociation, mais juste rappeler la valeur à laquelle on contribue. Par exemple, vous pouvez dire, regardons ça d'un autre point de vue. Si vous gérez ces responsabilités que je ne suis pas là, comment est-ce que vous géreriez les tâches que je fais? Est-ce que vous devriez trouver quelqu'un pour faire ce job, ces responsabilités? Combien est-ce que vous seriez prêt à payer? N'utilisez pas le « je », mais juste parlons de manière hypothétique. Et bien évidemment, je recommande de dire je n'ai aucune intention de partir. Je voudrais juste qu'on comprenne bien la valeur de ce que je fais. On est dans le cadre d'une discussion salariale. Et voilà, je voudrais bien que ce n'est pas une menace, mais voilà, c'est qu'on regarde bien tout ce que je fais. Et puis surtout, moi, ce que je recommande, c'est avoir à disposition des grilles de salaire, celle des juristes de la tech, celle de l'AFJE, celle du Cercle Montesquieu, celle de FedLegal ou d'autres cabinets de recrutement. Et là, petit truc que je vous donne, lorsque vous êtes en négociation avec votre boss, montrez la moins pire. C'est-à-dire, vous ouvrez à page 18 et vous entourez et vous montrez la moins pire. Normalement, en face de vous, on va dire « oui, non, mais attends, on sait bien comment c'est les études de salaire, hein, on leur fait dire ce qu'on veut. » Et là, vous répondez « ah bah oui, c'est bien pour ça que je te montre la moins pire. » Et là, vous sortez les autres qui sont toutes pires que la première que vous avez montrée. Et donc, du coup, ça bloque la discussion puisque vous avez montré la moins pire, qui évidemment est un salaire qui vous arrange. Et quand on vous oppose que les grilles du salaire, on sait ce que c'est, vous en sortez 2 ou 3 autres. Et là, généralement, il y a un flatliner comme à l'hôpital. Donc, voilà, il s'agit de motiver cette augmentation à partir d'éléments factuels qui ne peuvent pas être contestés. C'est une évidence, mais ne faites pas l'erreur donc entre le brut et le net. Parlez bien le même langage de la personne avec qui vous négociez. Il faut être prêt à refuser la promotion si vous êtes trop loin de l'autre, à supposer que votre demande soit légitime, que vous n'étiez pas en train de vivre dans un monde parallèle. Et bien sûr, de faire comprendre en face que il y a des choix et des conséquences. Donc voilà, c'est toute une question. Il faut trouver le style, l'humour, hein, bien évidemment, aussi est une bonne carte à jouer. Donc, pour récapituler, je ne dépasse, j'ai beaucoup parlé. 5 erreurs à éviter à tout prix. Faire du chantage,
se comparer aux autres salariés. Alors, surtout si vous êtes en ressources humaines ou vous avez eu accès aux grilles de salaire, n'allez pas dire « Moi, j'ai vu dans la grille de salaire que tant plus que ça. » On parlait d'éthique tout à l'heure. C'est absolument non, non, non. Négocier sans conviction en étant négatif. On est positif, on a le sourire, on met de l'humour dans tout ça. On exige un montant sans permettre la négociation. Ça aussi, grosse erreur. On exige simplement, on n'exige pas d'ailleurs, on essaie de demander un montant ou on exige un montant démesuré ou plus exactement, on demande un montant mesuré. Voilà. J'espère vous avoir donné quelques clés pour préparer avec enthousiasme cet entretien crucial en connaissant les étapes à ne pas manquer, les erreurs à éviter, les arguments à mettre en avant et faites-vous aider quand vous négociez un nouveau job par un chasseur de tête qui va vous accompagner à trouver le job en question, comme par exemple notre fabuleuse Audrey. Merci Pierre, merci Lyndia pour ces fabuleuses chroniques. Avant qu'on se quitte, moi j'avais une petite question à te poser, Merab, pour partir sur notre sujet principal. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner où la machine a été un peu moins forte que toi, ou au contraire, tu as été beaucoup plus forte que la machine, une Legal Tech par exemple? Oh là, alors là tout de suite, je n'ai pas un exemple précis, mais j'espère que mes clients sont de cet avis-là. Si, peut-être qu'on les surprend. J'aime bien, moi, les surprendre. J'ai des clients qui viennent en me disant c'est bon, je sais que c'est illégal, donc vous ne m'embêtez pas avec ça. Je sais que je ne suis pas tout à fait dans les clous. Vous savez, c'est projets technologiques. Hein, je ne parle pas, bien sûr, d'un côté pénal, mais d'ordre criminel. Hein. On est toujours à la frontière de quelque chose. Ils ont l'impression de faire leur travail sous le manteau, comme ça, en clandestinité. Et moi, j'aime les surprendre. Donc, eux, ils ont fait leurs petites recherches sur les Legal Tech qui sont très utiles, qui constituent la première couche de recherche et la première analyse. Sauf que nous, les avocats, on apporte d'autres couches d'analyse. Et moi, ce que j'aime, c'est les surprendre en leur montrant qu'en réalité, ils font un peu comme Monsieur Jourdain de la prose sans le savoir. Donc, ils font déjà de la conformité sans le savoir. Et puis là où je m'amuse, c'est que oui, je les ai surpris et même je les aide à développer davantage que ce qu'ils pensaient initialement. C'est-à-dire qu'ils se sont finalement limités. Quand ils ont vu ce qui se passait sur les Legal Tech et qu'ils se sont fait leur propre analyse, ils se sont limités dans leur activité, dans leur marge de manœuvre. Donc, ils me consultent et moi, je leur montre que, effectivement, je ne vais pas vous dire que vous avez tort, vous avez raison. Sauf que voilà ce que vous n'avez pas vu là. Puis ce chemin qui est par ici, donc encore une approche matricielle un peu à la Inception. Mais il y avait cette petite autoroute de licéité. C'est dommage que vous ayez fait « Ah bah oui, mais on ne me l'a pas dit. » Il fallait nous le demander. Et donc, ils ont cette surprise de se dire « Mais finalement, je sors avec une plus grande connaissance du risque. Donc, je vais être assez frileux. Sauf que j'ai pu identifier une autoroute libre dans laquelle je m'étais interdit d'aller. Et en fait, je comprends qu'on peut y aller. » Et en plus, vous m'avez donné des nouvelles idées pour développer des opérations marketing digitales et aller encore plus loin. Donc, ça, c'est ce qu'effectivement la machine ne peut pas apporter, même si elle apporte une vérité. C'est plusieurs vérités, mais nous, on va faire en sorte que ces vérités vont apporter une stratégie innovante qui, en plus, a vocation à bouger régulièrement. Donc, c'est peut-être ce qui va faire la différence. Et je ne peux pas citer des clients, mais on a eu cette belle surprise-là. Et en revanche, ce qui m'amuse aussi, c'est leur déception quand ils réalisent que j'ai trouvé la solution à leurs problèmes. Parce qu'ils avaient ce plaisir de se sentir un peu les délinquants, les bad boys, les gangsters dans les technologies. Et oui, on fait de la data et de l'intelligence artificielle de manière clandestine et on assume. Et puis moi, j'arrive et je leur trouve leur conformité. Et puis du coup, bon, bah ok, donc on est comme les autres. Et c'est peut-être parce que l'avocat, lui, n'est pas une personne comme les autres et qui va devoir développer de l'originalité et de la recherche, de l'investigation, de la stratégie et peut-être aussi une aide à l'arbitrage en termes de gestion de risque parce qu'on œuvre dans un domaine où il n'y a que du risque. C'est semé d'embûches et puis c'est un terrain miné. Nous, on va faire en sorte de déminer en fait et de faire en sorte que ça n'explose pas et que le chemin soit serein, paisible. Merci beaucoup, Merab, pour tout ce que tu nous as dit, pour avoir partagé ton expérience, ton avis. Je peux me permettre, Audrey, de ne pas remercier Pierre pour sa chronique.
Voilà, et de saluer mon cher collaborateur Wissem, qui est un top collaborateur et faut pas me le piquer, hein, n'est-ce pas Audrey? Faites légal si vous m'entendez. Vous Voilà, allez donc avoir très une bien. conversation très détendue, mais rare, sur les augmentations, j'en suis sûr. Bah, j'espère qu'il sera très drôle. Audrey, la conclusion. En tout cas, merci Merab d'avoir du coup partagé ton retour d'expérience, ton avis sur le sujet. Moi, personnellement, je suis rassurée du coup parce que les avocats et juristes vont continuer d'exister. Donc, moi, je vais pouvoir continuer à les chasser et à les recruter. Donc, merci. Et surtout, tu as mis en exergue voilà, le côté humain, évidemment, de l'avocat, du juriste, sa plus-value, sa valeur ajoutée. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir accepté aussi d'être notre première invitée pour la saison 4 de l'émission. Merci à Pierre et Lindia pour ces superbes chroniques. Et retrouvez-nous dans 15 jours, le mardi 29 mars, pour l'épisode numéro 36 du coup, avec Mathieu Mercadier, qui est Head of Product Compliance France chez Payfit et qui nous parlera de ce poste très particulier qu'on voit fleurir de plus en plus en France, pour le coup, qui est celui de Product Compliance Legal Counsel. Donc, rejoignez-nous dans 15 jours. Merci à tous et je ne peux pas m'empêcher évidemment de faire un petit coucou à Thibaut Caoudal de Liway, qui a été évidemment à l'initiative de cette émission, qui n'est pas avec nous pour la saison 4. Donc, merci à Thibaut, coucou à toi et merci surtout à Pierre et Lindia d'être encore là pour cette Dream Team. Et merci à Merab. Très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à tous et à dans 15 jours, les amis. Au revoir. À bientôt. À bientôt. How it feels, what it's like. Bring back